9 février 1450. Dans une chambre du manoir du Mesnil-sous-Jumièges, une femme de 28 ans agonise. Ses intestins se tordent de douleur. Le mercure brûle ses organes. Agnès Sorel, la première favorite officielle de l'histoire de France, celle qui a révolutionné la mode en inventant le décolleté, murmure ces derniers mots: c'est peu de choses, et vile et fétide, que notre fragilité. Dans quelques heures, elle sera morte, emportant avec elle le secret de son empoisonnement. Agnès naît vers 1422 en Picardie, dans une famille noble désargentée. Son père, Jean Sorel, possède le titre de châtelain de Coudun, près de Compiègne, mais leurs coffres sont vides. La guerre de 100 ans a ruiné la petite noblesse française. Quand Agnès devient demoiselle d'honneur d'Isabelle de Lorraine à 15 ans, elle touche 10 livres par an. Cette somme dérisoire ne lui permet même pas d'acheter un cheval convenable. Pourtant, la nature l'a gâtée. Cheveux blonds cendrés, peau d'une pâleur de lait, yeux bleus perçants, front haut et lisse selon la mode de l'époque. Agnès correspond parfaitement au canon de beauté du XVe siècle. Mais ce qui la distingue vraiment, c'est son intelligence vive et son instinct politique redoutable. En 1443, le destin frappe. René d'Anjou rend visite à son beau-frère Charles VII. Le roi de France, âgé de 40 ans, aperçoit Agnès dans l'entourage d'Isabelle de Lorraine. Le coup de foudre est immédiat et brutal. Charles VII n'est pas beau, plutôt disgracieux même, mais il possède le charisme du pouvoir et une éloquence raffinée. Le roi manœuvre habilement. Il fait transférer Agnès au service de sa propre épouse, Marie d'Anjou, comme dame d'honneur. Cette tactique audacieuse place littéralement sa future maîtresse sous le nez de son épouse légitime. Marie d'Anjou, femme triste et mélancolique, de 43 ans, comprend immédiatement le stratagème, mais ne peut s'y opposer. Charles VII courtise Agnès selon les règles de l'amour courtois. Il lui écrit des poèmes, organise des tournois en son honneur, lui offre des bijoux précieux. Agnès résiste quelques mois par calcul. Elle sait que sa valeur augmente avec l'attente. Quand elle cède enfin aux avances royales en 1444, elle a déjà négocié sa position future. L'arrivée d'Agnès à la cour provoque un séisme vestimentaire. Jusqu'alors, les femmes portent des robes montantes, des guimpes et des voiles qui dissimulent entièrement leur corps selon les préceptes religieux. L'Église prêche la modestie et la pudeur. Les seins doivent rester cachés sous des étoffes épaisses. Agnès balaie ces conventions. En 1444, elle apparaît dans une robe révolutionnaire. Un décolleté épaule, nuée qui découvre sa gorge, et met en valeur sa poitrine généreuse. L'effet à la cour est électrisant. Les hommes restent bouche bée. Les femmes murmurent, scandalisées. Les chroniqueurs religieux crient à la ribaudise et dissolution. Mais Agnès ne recule pas. Elle pousse même l'audace jusqu'à laisser parfois un sein entièrement découvert, créant le premier sein nu de l'histoire de la mode française. Cette provocation délibérée choque profondément, mais établit définitivement sa réputation de révolutionnaire. Elle lance simultanément d'autres modes extravagantes. Ses traînes mesurent jusqu'à 8 mètres de long, bordées de fourrures précieuses, martre, zibeline, hermine. Ses coiffures atteignent des hauteurs vertigineuses, surmontées de pyramides ornées de diamants taillés, une nouveauté absolue en Europe. Ses chemises en toile fine transparente laissent deviner les formes de son corps. L'imitation est immédiate. Toutes les femmes de la cour copient Agnès. Les marchands d'étoffes s'enrichissent, les bijoutiers travaillent jour et nuit. Une véritable industrie du luxe naît autour des caprices vestimentaires de la favorite. Jacques Coeur, le grand argentier du royaume et marchand international, devient son fournisseur privilégié. Il importe pour elle du levant des soies inconnues en Europe, des épices pour ses parfums, des pierres précieuses pour ses bijoux. Cette alliance commerciale s'avère stratégique. Jacques Coeur devient l'un de ses plus fidèles soutiens politiques. Agnès comprend instinctivement que sa beauté est un instrument de pouvoir. Elle ne se contente pas d'être une maîtresse décorative. Elle veut influencer les décisions du royaume.
Sa méthode est subtile mais efficace. D'abord, elle s'entoure d'hommes compétents qu'elle pousse vers les postes clés. Pierre de Brézé, brillant diplomate et stratège militaire, devient son amant secret et l'un des conseillers les plus écoutés de Charles VII. Étienne Chevalier, Guillaume d'Estouteville, Guillaume Cousineau, Prigent VII de Coëtivy, tous, ces hommes influents gravitent dans son orbite. Elle maîtrise l'art de la recommandation discrète. Jamais elle n'impose directement ses volontés au roi. Elle glisse des suggestions, plante des idées, oriente les conversations. Charles VII croit prendre ses décisions seul, alors qu'Agnès tire habilement les ficelles. Le roi lui accorde un statut inédit, celui de première maîtresse officielle de l'histoire de France. Il lui offre le château de Beauté-sur-Marne, d'où son surnom de Dame de Beauté. Cette résidence royale construite sous Charles V devient son domaine personnel. Pour la première fois, une favorite possède ses propres terres. Charles VII la couvre de cadeaux somptueux. Rien qu'en 1444, il lui offre pour 20 600 écus de bijoux, une fortune colossale, représentant plusieurs années de revenus d'un grand seigneur. Agnès porte des diamants dans ses cheveux, innovation absolue qui fait sensation dans toute l'Europe. La transformation de Charles VII sous l'influence d'Agnès est spectaculaire. Avant leur rencontre, le roi était un homme rongé par le doute, traumatisé par les défaites face aux Anglais, les trahisons de ses proches, la folie de son père. Charles VI, il s'était réfugié dans une mélancolie paralysante. Agnès insuffle au souverain une énergie nouvelle. Elle utilise même une stratégie psychologique redoutable, selon la chronique de Brantôme. Elle déclare au roi qu'un astrologue lui avait prédit qu'elle serait aimée par l'un des plus vaillants et courageux rois de la chrétienté. « Mais vous voyant si mou, avec si peu de soin de vos affaires, lui dit-elle, je vois bien que ce roi courageux n'est pas vous, mais le roi d'Angleterre. » Ces paroles piquent l'orgueil de Charles VII, qui reprend immédiatement les armes. Dès 1449, il lance la reconquête finale de la Normandie et de la Guyenne, alors occupées par les Anglais depuis des décennies. Cette campagne, menée avec une détermination nouvelle, remporte victoire sur victoire. Agnès suit les opérations militaires depuis ses châteaux. Elle organise des soupes populaires pour les troupes françaises, envoie des vivres aux soldats, fait fabriquer des bannières brodées à ses armes. Son soutien logistique contribue au succès des armées royales. En 1453, la victoire française à Castillon met définitivement fin à la guerre de 100 ans. Les Anglais ne conservent plus que Calais sur le sol français. L'influence d'Agnès sur cette reconquête historique est indéniable. Elle a redonné au roi la volonté de vaincre. Le succès d'Agnès lui attire de nombreux ennemis prêts à tout pour l'abattre. Le premier et plus dangereux est le dauphin Louis, futur Louis XI, fils de Charles VII. Louis voit d'un très mauvais œil l'influence grandissante d'Agnès sur son père. Il craint qu'elle ne lui donne un fils qui remettrait en question sa propre succession. Ses tentatives d'intimidation escaladent rapidement vers la violence. Un jour, ivre de rage de voir sa mère bafouée, il poursuit Agnès l'épée à la main dans les couloirs du château de Chinon. Seule l'intervention des gardes évite le drame. Les tensions atteignent leur paroxysme quand Louis orchestre une tentative d'assassinat contre Agnès. Le complot échoue, mais Charles VII, furieux de cette trahison familiale, exile définitivement son fils dans son apanage du Dauphiné en 1446. Cette rupture dramatique illustre l'emprise qu'exerce Agnès sur le roi. Il choisit sa maîtresse contre son propre héritier. Les courtisans aussi complotent contre elle. Sa rapidité d'ascension et ses dépenses somptuaires suscitent jalousie et rancœur. Certains l'accusent de ruiner le royaume par son luxe effréné. D'autres murmurent qu'elle vend les charges royales aux plus offrants. Le peuple parisien manifeste également son hostilité. Quand Agnès se rend dans la capitale en 1448 pour défendre Pierre de Brézé, accusé à tort d'adultère avec elle, elle est accueillie par les huées et les insultes. La foule la traite de putain du roi et la conspue publiquement. Cette humiliation la marque profondément
et elle regrettera toujours cette initiative maladroite. L'Église elle-même s'oppose à Agnès. Malgré ses donations généreuses au couvent et aux œuvres charitables, de nombreux prélats dénoncent publiquement son influence néfaste sur le roi. Ils l'accusent de détourner Charles VII de ses devoirs religieux et de donner le mauvais exemple aux femmes du royaume. Malgré ces attaques, Agnès maintient sa position grâce à une intelligence politique remarquable. Elle cultive soigneusement son image publique, alternant provocations calculées et gestes de piété ostentatoires. Ses secrets de beauté font partie de son arsenal de séduction. Elle possède des recettes jalousement gardées qu'elle refuse de partager avec ses rivales. Sa potion miracle se compose de crème fraîche dans laquelle elle fait macérer des pétales de rose et de nénuphar, ainsi que des fleurs de fèves. Cette mixture lui conserve un teint d'une pâleur parfaite très prisée à l'époque. Agnès prend régulièrement des bains de lait d'ânesse, pratique luxueuse réservée aux plus riches. Elle se fait épiler les sourcils et les cheveux sur le haut du front selon la mode, créant un front bombé qui équilibre ses grands yeux naturellement disproportionnés. Son parfum personnel constitue un véritable secret d'État. Seul Jacques Coeur, qui commerce avec l'Orient, connaît la composition de cette fragrance exclusive qui fait partie intégrante de son charme irrésistible. Cette odeur unique la précède dans les salons et marque durablement la mémoire de ceux qui l'approchent. Agnès maîtrise aussi l'art de la conversation. Éduquée par les meilleures gouvernantes, elle parle parfaitement le français, le latin et l'italien. Sa culture littéraire impressionne les intellectuels de la cour. Elle sait discuter théologie avec les prêtres, stratégie militaire avec les généraux, commerce avec les marchands. Entre 1444 et 1449, Agnès donne naissance à 3 filles, Marie de Valois, Charlotte de Valois et Jehanne de Valois. Chaque naissance constitue un scandale car ces enfants naissent hors mariage, mais Charles VII les reconnaît officiellement et les fait légitimer comme princesses de France. Cette reconnaissance révolutionne les mœurs de l'époque. Jamais un roi de France n'avait accordé un tel statut aux enfants de sa maîtresse. Agnès impose un nouveau modèle, celui de la favorite mère, dont les enfants accèdent au rang de prince légitimé. Marie, l'aînée, épouse Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg. Charlotte devient la femme de Jacques de Brézé, fils du favori royal Pierre de Brézé. Jehanne épouse Antoine de Bueil, comte de Sancerre. Ces mariages prestigieux ancrent définitivement la descendance d'Agnès dans la haute noblesse française. La naissance de chaque enfant renforce sa position politique. Elle n'est plus seulement la maîtresse du roi, elle devient la mère de ses enfants, ce qui lui confère une légitimité nouvelle face à ses détracteurs. Même ses ennemis hésitent désormais à l'attaquer frontalement, de peur de s'aliéner le roi. Agnès élève ses filles avec un soin maniaque. Elle leur fait donner la meilleure éducation possible: latin, musique, danse, équitation, fauconnerie. Ces princesses bâtardes reçoivent une formation digne de leur rang, supérieure même à celle de nombreuses filles légitimes de la noblesse. En 1449, Agnès atteint l'apogée de sa puissance. Charles VII vient d'achever la reconquête du royaume. Les finances royales se redressent grâce aux réformes de Jacques Coeur. La cour rayonne d'un luxe retrouvé. Agnès règne en véritable reine officieuse sur ce renouveau français. Son influence dépasse largement les questions de mode ou d'étiquette. Elle oriente la politique extérieure en favorisant l'alliance avec l'Écosse contre l'Angleterre. Elle soutient les réformes administratives qui modernisent le royaume. Elle encourage le développement du commerce et de l'artisanat de luxe. Agnès patronne également les arts et les lettres. Elle commande des œuvres aux meilleurs artistes de l'époque, finance des manuscrits enluminés, protège les poètes et les musiciens. Sa cour devient un foyer culturel qui rivalise avec celle des Médicis à Florence. Jean Fouquet, le plus grand peintre de l'époque, réalise son portrait dans La Vierge à l'enfant entourée d'anges. Cette œuvre révolutionnaire présente la Vierge Marie avec les traits d'Agnès, un sein découvert selon sa mode caractéristique. Jamais auparavant, une favorite n'avait été représentée sous les traits de la mère du Christ. Agnès accumule les propriétés foncières. Outre Beauté-sur-Marne,
Elle possède des terres en Touraine, en Anjou, en Normandie. Ces domaines lui rapportent des revenus considérables qui lui assurent une indépendance financière rare pour une femme de l'époque. En 1449, Agnès tombe enceinte pour la 4e fois. Cette grossesse survient à un moment délicat. Charles VII mène sa campagne finale contre les Anglais et une rivale potentielle apparaît à la cour. Antoinette de Mengele, cousine d'Agnès, est une jeune femme de 20 ans d'une beauté saisissante. Agnès elle-même l'a introduite dans l'entourage royal, pensant naïvement s'attacher une alliée. Mais Antoinette possède la même ambition que sa cousine et les mêmes armes, beauté, intelligence et absence de scrupules. Charles VII, maintenant, âgé de 46 ans, reste sensible au charme féminin. Agnès sent le danger et multiplie les manœuvres pour éloigner sa rivale. Elle la recommande pour des missions diplomatiques lointaines, tente de lui arranger un mariage avec un seigneur de province. Mais Antoinette résiste à ces pressions. Elle sait qu'Agnès vieillit, elle aura bientôt 30 ans, un âge avancé pour une favorite, et que sa 4e grossesse l'affaiblit physiquement. Le moment semble propice pour frapper. Agnès, inquiète, multiplie les signes d'affection envers le roi. Elle lui offre des cadeaux somptueux, organise des fêtes en son honneur, redouble d'attention et de prévenance. Mais elle sent que l'étau se resserre autour d'elle. En janvier 1450, enceinte de 7 mois, Agnès prend une décision qui lui sera fatale. Malgré les rigueurs de l'hiver et les dangers du voyage, elle décide de rejoindre Charles VII qui assiège Rouen. Officiellement, elle vient prévenir le roi d'un complot contre sa personne. Des espions lui ont rapporté que le dauphin Louis, exilé en Dauphiné, prépare une nouvelle tentative d'assassinat contre son père. Cette information justifie le voyage précipité. En réalité, Agnès veut surtout s'assurer que Charles VII ne succombe pas au charme d'Antoinette de Mengele, restée à la cour. Elle connaît trop bien la psychologie masculine pour laisser une rivale en tête-à-tête prolonger avec son royal amant. Le voyage s'effectue dans des conditions épuisantes. Les routes sont défoncées par les pluies hivernales, les gîtes, d'étapes inconfortables et mal chauffées. Agnès, affaiblie par sa grossesse avancée et les nausées constantes, supporte mal ses fatigues. Elle arrive au Mesnil sous Jumièges le 5 février 1450, épuisée et souffrante. Charles VII, d'abord inquiet de la voir dans cet état, est touché par ce sacrifice qu'elle consent pour le rejoindre. Il l'installe dans le meilleur logement disponible et fait venir les meilleurs médecins. Mais les douleurs s'intensifient rapidement. Agnès souffre de violentes contractions prématurées qui annoncent un accouchement difficile. Les sages-femmes tentent de retarder la naissance, mais en vain. Le 6 février 1450, Agnès accouche prématurément d'une petite fille chétive. L'enfant, né à 7 mois, ne pèse que 2 livres. Malgré les soins attentifs des nourrices, elle ne survit que quelques heures, emportée par la faiblesse de sa constitution. Cette mort frappe Agnès de plein fouet. Elle qui avait réussi à mener à terme ses 3 grossesses précédentes, voit s'effondrer ses espoirs de donner un fils au roi. Car elle en était convaincue. Cet enfant aurait été un garçon qui aurait définitivement ancré sa descendance dans la succession royale. Le chagrin de perdre son bébé s'accompagne d'une dégradation physique inquiétante. Agnès souffre du mal des accouchés, terme qui désigne les complications post-partum de l'époque. Mais ces symptômes dépassent les suites normales d'un accouchement difficile. Les douleurs intestinales deviennent atroces. Agnès vomit tout ce qu'elle tente d'avaler. Des fièvres intermittentes la secouent jour et nuit. Son teint, jadis d'une pâleur admirée, vire au gris terreux. Ses yeux se creusent, ses joues se consumant. Les médecins tentent tous les remèdes de l'époque, saignée, ventouse, purgatif, lavement. Rien n'y fait. L'état d'Agnès empire d'heure en heure. Charles VII, atterré, abandonne le siège de Rouen pour se tenir au chevet et de celle qui est l'essence de sa vie. Mais Agnès, coquette jusqu'au bout, refuse qu'il la voie dans cet état de déchéance physique.
Elle fait condamner sa chambre, ne supportant pas que son royal amant découvre son corps souillé et vidé par la maladie. Les médecins diagnostiquent une ascaridiose, infection parasitaire intestinale causée par des vers blancs extrêmement douloureuses. Cette maladie, fréquente à l'époque, s'aggrave souvent après les accouchements quand les défenses naturelles s'affaiblissent. Le traitement standard consiste à administrer des sels de mercure associés à de la fougère mâle pour paralyser et expulser les parasites. Cette thérapie, connue depuis l'Antiquité romaine, s'avère généralement efficace quand elle est correctement dosée. L'apothicaire royal, maître Girard de Saint-Quentin, prépare le remède selon les proportions habituelles. Mais quelque chose cloche dans ses calculs. Peut-être les poids utilisés ne correspondent-ils pas aux standards, peut-être confond-il les mesures dans l'urgence. Agnès avale la potion amère sans méfiance. Elle a déjà pris du mercure par le passé pour traiter ses problèmes intestinaux récurrents. Ce métal, malgré sa toxicité, reste le seul remède efficace contre les parasites internes. Mais cette fois, la dose dépasse largement les normes thérapeutiques. Le mercure, au lieu de guérir, devient un poison mortel qui brûle les organes internes d'Agnès. En quelques heures, son état s'aggrave dramatiquement. Les vomissements deviennent incoercibles, les douleurs abdominales insupportables. Agnès comprend qu'elle va mourir. Elle fait venir son confesseur pour recevoir les derniers sacrements, et Jacques Coeur pour organiser ses dernières volontés. Jacques Coeur arrive au chevet d'Agnès le 8 février au soir. Le grand argentier du royaume, son ami le plus fidèle, découvre une femme méconnaissable. Le visage émacié, les yeux creusés par la souffrance. Agnès n'a plus rien de la beauté éblouissante qui faisait sa force. Pourtant, son esprit reste intact. Elle dicte ses dernières volontés avec une lucidité impressionnante. Agnès lègue la majorité de ses biens à l'Église et aux œuvres charitables, espérant ainsi racheter ses péchés d'adultère. Ses filles recevront le reste de sa fortune, considérable. Elle confie également un secret terrible à Jacques Coeur. Elle soupçonne avoir été empoisonnée volontairement. Quelqu'un a profité de son traitement médical pour augmenter la dose de mercure. Mais elle ne connaît pas l'identité du coupable et n'a aucune preuve. Cette révélation bouleverse Jacques Coeur. Si Agnès dit vrai, un assassin rôde dans l'entourage royal. Mais qui? Le dauphin Louis reste le suspect le plus évident malgré son exil. Ses partisans à la cour ont pu organiser le crime. Antoinette de Maignelet constitue aussi une suspecte crédible. Éliminer Agnès lui ouvrirait la voie vers le lit royal. Agnès demande à Jacques Coeur de ne rien révéler de ses soupçons. Elle ne veut pas que sa mort provoque des troubles dans le royaume. Le roi a assez souffert par ma faute, murmure-t-elle. Qu'il trouve au moins la paix dans mon trépas. La dernières heures sont atroces. Le mercure continue de brûler les organes internes d'Agnès. Elle délire parfois, parlant de complot et d'empoisonneurs. Puis, la lucidité revient et avec elle, la douleur insoutenable. Le 9 février 1450 à l'aube, Agnès rassemble ses dernières forces pour prononcer ses ultimes paroles. Devant Jacques Coeur, son confesseur et quelques serviteurs fidèles, elle murmure cette phrase qui résume sa philosophie. C'est peu de choses, et vile et fétide, que notre fragilité. Ces mots terribles révèlent la désillusion de celle qui avait tout misé sur la beauté et le pouvoir de séduction. Agnès meurt en comprenant la vanité des grandeurs humaines et la fragilité de toute puissance fondée sur les apparences. Charles VII, prévenu de l'agonie de sa maîtresse, force la porte de sa chambre malgré ses ordres. Il découvre le corps émacié de celle qui était son rayon de soleil. Sa douleur est immense. Agnès représentait pour lui la jeunesse, la beauté, la joie de vivre qu'il n'avait jamais connue. Le roi ordonne des obsèques quasi royales pour sa favorite. Il fait transporter son corps à Loches et lui fait ériger un gisant de marbre et d'albâtre dans la collégiale Notre-Dame. Ce monument funéraire d'une beauté saisissante représente Agnès dans toute sa splendeur éternelle. Cette reconnaissance posthume officialise définitivement le statut révolutionnaire d'Agnès. Pour la première fois dans l'histoire de France,
Une favorite reçoit des honneurs royaux. Charles VII impose ainsi à ses sujets le respect de celle qu'ils avaient conspuée de son vivant. Pendant plus de 5 siècles, la mort d'Agnès reste mystérieuse. Les chroniqueurs évoquent un flux de ventre sans autre précision. L'hypothèse de l'empoisonnement reste une rumeur invérifiable. En 2005, le professeur Philippe Charlier, paléopathologiste au CHRU de Lille, obtient l'autorisation d'examiner les restes d'Agnès conservés dans un simple pot de grès à Loches. Cette analyse scientifique moderne va enfin révéler la vérité. L'examen des cheveux d'Agnès révèle une découverte stupéfiante. Le bulbe capillaire contient une quantité astronomique de mercure, 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique normale. Cette concentration massive prouve qu'elle a ingéré une dose mortelle de mercure dans les 48 à 72 heures précédant sa mort. L'analyse paléoparasitologique confirme les soupçons. Agnès souffrait effectivement d'ascaridiose. Des œufs de vers intestinaux sont retrouvés dans ses restes. Le traitement au mercure était donc justifié médicalement. Mais la dose administrée dépasse tellement les normes que l'accident thérapeutique semble improbable. Un apothicaire expérimenté ne peut commettre une erreur si grossière. L'empoisonnement volontaire devient l'hypothèse la plus vraisemblable. L'enquête moderne relance les soupçons sur l'entourage d'Agnès. 3 hypothèses principales émergent de l'analyse des faits. Le dauphin, Louis, reste le suspect numéro 1. Exilé en Dauphiné depuis 1446, il garde des partisans à la cour royale. Ces hommes auraient pu organiser l'empoisonnement sur ses ordres. Louis avait tous les motifs. Haine d'Agnès, peur qu'elle donne un fils au roi, volonté de venger l'honneur de sa mère. Antoinette de Maignelet constitue la 2e suspecte. Cette cousine ambitieuse avait tout intérêt à éliminer sa rivale. Avec Agnès morte, la voie s'ouvrait vers le lit royal. Antoinette connaissait parfaitement les habitudes médicales de sa cousine et pouvait facilement saboter ses remèdes. Les créanciers de Jacques Coeur forment le 3e groupe de suspects. Le grand argentier s'est enrichi considérablement grâce à ses relations avec Agnès. Ses rivaux commerciaux pouvaient espérer l'affaiblir en éliminant sa protectrice. Un empoisonnement discret permettait d'éviter les soupçons. Mais l'enquête bute sur l'absence de preuves formelles. 5 siècles après les faits, impossible d'identifier le coupable avec certitude. Le mystère de la mort d'Agnès demeure entier malgré les révélations scientifiques. Malgré sa mort prématurée, l'impact d'Agnès sur son époque s'avère considérable et durable. Elle révolutionne définitivement la condition des favorites royales en créant le statut de maîtresse officielle qui perdurera jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Diane de Poitiers, Gabrielle d'Estrées, la marquise de Montespan, Madame de Pompadour, toutes ces femmes marchent dans les traces ouvertes par Agnès. Elles reprennent son modèle, beauté calculée, influence politique discrète, accumulation de richesses et reconnaissance officielle. Sa révolution vestimentaire marque durablement la mode française. Le décolleté qu'elle invente devient progressivement la norme dans la haute société. Au XVIIe siècle, les robes de cour découvrent largement la poitrine. Au XVIIIe siècle, Madame de Pompadour porte des décolletés si profonds qu'il arrive qu'un sein sorte de son emplacement lorsqu'elle se penche à sa loge au théâtre. L'innovation d'Agnès dépasse la simple mode. En libérant le corps féminin de ses contraintes vestimentaires, elle affirme le droit des femmes à disposer de leur apparence selon leur volonté. Cette revendication, révolutionnaire au XVe siècle, annonce les combats féministes des siècles suivants. Jean Fouquet immortalise Agnès dans son chef-d'œuvre, La Vierge à l'enfant entouré d'anges. Ce tableau révolutionnaire présente la Vierge Marie avec les traits de la favorite, un sein découvert selon sa mode caractéristique. Cette représentation audacieuse mélange le sacré et le profane d'une manière inédite. L'œuvre fait scandale mais établit un précédent artistique majeur. Pour la première fois, un peintre ose donner à la mère du Christ le visage d'une maîtresse royale.
Cette transgression illustre parfaitement l'influence d'Agnès. Elle transforme même l'art religieux de son époque. Le tableau devient rapidement célèbre dans toute l'Europe. Les cours étrangères commandent des copies. Les artistes s'inspirent de cette nouvelle esthétique. Agnès entre ainsi dans l'immortalité artistique, fixée pour l'éternité dans sa beauté parfaite. Cette postérité artistique compense en partie l'échec de sa descendance masculine. N'ayant pas donné de fils au roi, Agnès ne peut ancrer sa lignée dans la succession royale. Mais son image peinte traverse les siècles et maintient vivace son souvenir. La mort d'Agnès provoque un bouleversement à la cour. Charles VII, anéanti par cette perte, sombre dans une mélancolie profonde dont il ne se remet jamais complètement. Le roi perd son énergie et sa détermination. Les dernières années de son règne sont marquées par cette absence. Antoinette de Maignelet, comme prévu, devient rapidement la nouvelle favorite. Mais elle ne possède ni l'intelligence politique, ni le charisme d'Agnès. Son influence reste superficielle et ne marque pas l'histoire. Cette comparaison souligne rétrospectivement l'exceptionnelle personnalité de sa cousine. Jacques Coeur, privé de sa protectrice, voit sa position s'affaiblir dangereusement. Ses ennemis en profitent pour l'attaquer. En 1451, il est arrêté sur de fausses accusations de fraude et d'empoisonnement d'Agnès. Banni du royaume en 1453, il illustre tragiquement le sort réservé aux proches de la favorite disparue. Le dauphin Louis, principal bénéficiaire de la mort d'Agnès, peut enfin espérer succéder à son père sans craindre de rival. Mais il reste exilé en Dauphiné jusqu'à la mort de Charles VII en 1461. Cette prudence prouve qu'il redoutait encore les conséquences de ses machinations passées. Dès sa mort, Agnès entre dans la légende. Les chroniqueurs rivalisent d'anecdotes sur sa beauté, son luxe, son influence. Certains récits relèvent manifestement de la fiction, mais contribuent à forger le mythe de la dame de beauté. Brantôme, au XVIe siècle, popularise l'image romanesque d'Agnès dans ses vies des dames galantes. Il en fait l'archétype de la favorite intelligente qui manipule son royal amant pour le bien du royaume. Cette vision idéalisée influence durablement la perception historique du personnage. Le peuple français, qui l'avait conspué de son vivant, révise progressivement son jugement. Agnès devient une figure patriotique, celle qui a redonné courage au roi et permis la victoire finale sur les Anglais. Cette réhabilitation posthume illustre la puissance du mythe sur la réalité historique. Les habitants de Loches et des Châteaux de la Loire gardent longtemps le souvenir de sa popularité locale. Contrairement aux Parisiens, les Tourangeaux avaient apprécié la générosité d'Agnès envers les pauvres et sa contribution au développement économique régional. Le modèle créé par Agnès inspire immédiatement ses successeuses. Antoinette de Maignelet tente de reproduire son style vestimentaire et ses méthodes d'influence. Mais elle manque de l'originalité créatrice qui faisait la force de sa cousine. Au siècle suivant, Diane de Poitiers étudie soigneusement l'exemple d'Agnès. Elle reprend ses innovations, statut officiel, accumulation de biens fonciers, influence politique discrète, protection des arts. Mais Diane ajoute sa propre touche, la longévité. Elle règne sur Henri II pendant 20 ans, exploit qu'Agnès n'a pu accomplir. Gabrielle d'Estrées, favorite d'Henri IV, pousse plus loin encore l'héritage d'Agnès. Elle obtient un titre de duchesse et manque de peu d'épouser le roi. Sa mort brutale en 1599, peut-être par empoisonnement, rappelle tragiquement le destin de son illustre prédécesseur. Au XVIIe siècle, Madame de Montespan systématise les méthodes d'Agnès. Elle transforme sa position de favorite en véritable institution politique. Ses appartements, à Versailles, rivalisent en luxe avec ceux de la reine. Cette officialisation achève l'évolution commencée par Agnès. L'acceptation progressive du statut de favorite officielle révèle l'évolution des mentalités françaises. Ce qu'Agnès impose par sa seule volonté devient peu à peu une tradition admise. L'opinion publique s'habitue à voir les maîtresses royales jouer un rôle politique assumé.
Cette évolution reflète aussi l'affaiblissement du pouvoir de l'Église sur les mœurs royales. Les prélats continuent de dénoncer l'adultère royal, mais leurs protestations perdent de leur efficacité. Le pragmatisme politique l'emporte sur la morale religieuse. L'émancipation féminine progresse également grâce à l'exemple d'Agnès. Ces innovations vestimentaires libèrent progressivement le corps féminin de ses contraintes traditionnelles. Les femmes de la noblesse adoptent peu à peu des tenues plus audacieuses. Cette liberté nouvelle reste toutefois limitée aux classes supérieures. Le peuple conserve des mœurs traditionnelles et continue de condamner les écarts vestimentaires féminins. L'influence d'Agnès ne touche d'abord que l'élite sociale. En 2014, les techniques de reconstruction faciale 3D permettent de reconstituer le visage d'Agnès grâce au travail de Philippe Freuch et du docteur Philippe Charlier. Cette reconstitution confirme les descriptions historiques, un visage d'une beauté saisissante, aux traits harmonieux qui explique l'ascendant exercé sur ses contemporains. Les analyses scientifiques révèlent aussi d'autres secrets. Agnès souffrait de paludisme, maladie courante à l'époque qui remontait jusqu'en Scandinavie. Cette affection chronique affaiblissait sa résistance et explique peut-être sa sensibilité aux parasites intestinaux. L'étude de ses cheveux conservés au musée de Bourges confirme leur authenticité. La couleur brune actuelle résulte de l'oxydation naturelle. Agnès était bien blonde comme le décrivent les chroniqueurs. Cette vérification illustre la précision des descriptions contemporaines. L'analyse de ses restes révèle également qu'elle avait eu effectivement 3 enfants avant sa mort, confirmant les sources historiques. Sa dentition indique une alimentation riche et des soins dentaires de qualité, privilège de sa position sociale élevée. L'influence d'Agnès dépasse le cadre politique et culturel pour toucher l'économie du royaume. Ses dépenses somptuaires relancent l'artisanat de luxe français après les ravages de la guerre de 100 ans. Bijoutiers, orfèvres, soyeux, pelletiers profitent de ces commandes considérables. Sa collaboration avec Jacques Coeur développe le commerce international français. Les épices orientales, les soies byzantines, les pierres précieuses indiennes entrent massivement en France pour satisfaire ses goûts luxueux. Cette ouverture commerciale enrichit le royaume et diversifie son économie. L'imitation de ces modes par les femmes de la noblesse multiplie la demande de produits de luxe. Une véritable industrie du raffinement naît autour de ces innovations. Les manufactures royales de soie et de tapisserie connaissent un essor spectaculaire. Cette relance économique contribue au redressement financier du royaume. Les taxes sur le commerce de luxe remplissent les caisses royales vidées par la guerre. Agnès participe ainsi indirectement à la reconstruction de la France. Agnès révolutionne aussi la diplomatie en recevant officiellement les ambassadeurs étrangers. Cette innovation choque les cours européennes habituées à traiter uniquement avec les épouses légitimes des souverains. Mais son intelligence et son charme finissent par s'imposer. Les ambassadeurs vénitiens, florentins, anglais apprennent rapidement qu'il faut compter avec la favorite pour obtenir l'oreille du roi. Agnès devient ainsi un rouage essentiel de la diplomatie française. Ses entretiens privés orientent souvent les décisions royales. Cette reconnaissance internationale officialise définitivement son statut. Quand les puissances étrangères acceptent de négocier avec une maîtresse royale, elles légitiment implicitement cette institution nouvelle. L'exemple français influence d'ailleurs d'autres cours européennes. L'habileté diplomatique d'Agnès impressionne les observateurs étrangers. Sa maîtrise des langues, sa culture politique, sa finesse psychologique font d'elle une négociatrice redoutable. Plusieurs accords commerciaux importants portent sa marque discrète. La personnalité d'Agnès continue d'intriguer les historiens et psychologues. Comment une jeune femme de petite noblesse provinciale a-t-elle pu acquérir une telle maîtrise du pouvoir? Cette question révèle la complexité exceptionnelle de son caractère. Son intelligence instinctive des rapports humains frappe tous ses contemporains. Agnès devine les faiblesses, exploite les vanités,
flatte les ambitions avec un talent consommé. Cette psychologie intuitive lui permet de manipuler les plus fins courtisans. Sa capacité d'adaptation impressionne également. Partie de rien, elle s'impose rapidement dans le milieu sophistiqué de la cour royale. Cette plasticité sociale témoigne d'une personnalité exceptionnellement forte et ambitieuse. Mais Agnès conserve aussi une vulnérabilité touchante. Ses accès de piété, ses donations charitables, ses moments de doute révèlent une conscience morale tourmentée. Cette humanité complexe la rend attachante malgré ses calculs politiques. Dès le XVIe siècle, Agnès inspire poètes et romanciers. Ronsard évoque sa beauté légendaire. Du Bellay pleure sa mort prématurée. Cette postérité littéraire contribue à fixer son image dans la mémoire collective française. Au XVIIe siècle, les dramaturges s'emparent de son histoire. Corneille s'inspire de sa relation avec Charles VII, Racine évoque sa rivalité avec Antoinette de Maignelet. Ses œuvres théâtrales popularisent sa légende auprès d'un public élargi. Le romantisme du XIXe siècle redécouvre Agnès avec passion. Victor Hugo célèbre sa beauté, Alexandre Dumas romanise ses amours, George Sand admire son indépendance. Cette réhabilitation romantique influence durablement sa perception moderne. Le XXe siècle lui consacre de nombreux romans historiques. Maurice Druon, Jeanne Bourrin, Simone Berthière revisitent son destin avec les outils de la psychologie moderne. Ses œuvres révèlent la permanence de sa fascination sur l'imaginaire contemporain. Agnès devient paradoxalement une figure du féminisme moderne. Malgré ses méthodes traditionnelles, séduction et manipulation, elle incarne une forme d'émancipation féminine qui inspire les militantes contemporaines. Sa capacité à transformer sa position de faiblesse en instrument de pouvoir fascine les analystes du genre. Agnès démontre qu'une femme intelligente peut retourner à son avantage un système patriarcal apparemment immuable. Son invention du décolleté symbolise également la revendication du droit des femmes à disposer de leur corps. Cette dimension libératrice résonne fortement avec les combats féministes actuels pour l'autonomie corporelle féminine. Mais cette récupération féministe reste discutée. Certaines historiennes reprochent à Agnès d'avoir renforcé l'image de la femme-objet en utilisant sa beauté comme unique arme politique. Ce débat illustre la complexité de son héritage. Plus de 5 siècles après sa mort, Agnès Sorel continue de fasciner. Son destin exceptionnel résume toutes les contradictions de la condition féminine. Beauté et intelligence, amour et calcul, réussite et destruction. Elle incarne cette figure éternelle de la femme qui refuse les limites imposées par son époque, en inventant le statut de favorite officielle, en révolutionnant la mode, en influençant la politique royale. Agnès ouvre des voies nouvelles à l'ambition féminine. Sa mort mystérieuse ajoute une dimension tragique qui achève de la rendre inoubliable. L'empoisonnement probable illustre le prix que perdent souvent les pionnières de leur audace révolutionnaire. Aujourd'hui encore, quand une femme brise les codes établis pour imposer sa volonté, quand elle utilise son charme comme instrument de pouvoir, quand elle paie de sa réputation le prix de sa liberté, elle marche dans les traces d'Agnès Sorel. Cette jeune femme du XVe siècle, qui a osé montrer ses épaules nues dans une société ultra-conservatrice, qui a défié l'Église et les conventions, qui a aimé un roi et changé l'histoire, reste un symbole éternel de courage et d'indépendance. Son empoisonnement brutal rappelle cruellement que la liberté féminine dérange encore et toujours. Mais son héritage perdure. Dans chaque décolleté porté avec fierté, dans chaque femme qui refuse de se soumettre, dans chaque victoire de l'intelligence sur la force brute. Agnès Sorel n'était pas seulement la maîtresse d'un roi, elle était une révolutionnaire qui a changé son époque et dont l'influence irrigue encore notre modernité. Son invention du décolleté peut sembler anecdotique, mais elle symbolise une libération plus profonde, celle de la femme qui revendique le droit de disposer de son destin. Dans cette France du XVe siècle en mutation, marquée par la Renaissance naissante et la modernisation de l'État, Agnès Sorel incarne l'esprit nouveau d'une époque qui redécouvre la beauté, le raffinement et la liberté individuelle.
Sa mort prématurée interrompt cette révolution sans l'arrêter. L'histoire d'Agnès Sorel nous enseigne que le progrès naît souvent de transgressions individuelles courageuses. Cette femme exceptionnelle, morte dans d'atroces souffrances, à 28 ans, démontre que la liberté ne se donne jamais. Elle se conquiert, parfois au péril de sa vie. Son souvenir traverse les siècles comme un défi permanent au conformisme et un rappel que l'audace féminine, malgré les persécutions qu'elle suscite, finit toujours par ouvrir de nouveaux horizons à l'humanité tout entière.